Guten Abend. Wir haben eine ganz spezielle Gast, das ist kein Unbekannten zu Lützeburg. Das ist Gérard Depré, und das Geburt zu Deauville, das ist eine Sektion, die gehört zur Gemeinde Baschnisch. C'est l'un de nous. Guten Abend. Guten Abend. Je vois que tu parles encore quelques bribes de luxembourgeois. J'ai pratiquement tout oublié. Très bien. Mais tu es encore suffisamment jeune pour te remettre à l'apprentissage. Oui, je suis très jeune, oui. Très bien. J'ai tout l'avenir devant moi. Donc tu es voisin du Luxembourg. Oui. Tu es né à Bastogne, près de Bastogne. Oui. Tu es donc wallon, belge, Oui. européen. De Oui. quoi es-tu le plus fier? Je suis également fier des trois. Je suis fier d'être wallon parce que c'est ma région d'origine. Je suis fier d'être belge parce que c'est mon pays. Et je suis fier d'être européen parce que je partage le rêve européen et je suis fédéraliste. Est-ce que la fierté d'être wallon est liée directement à l'actualité politique? L'actualité ne change pas ma fierté d'être wallon. Je reste fier d'être wallon, même si je ne suis pas fier du comportement actuel de la majorité qui gouverne la Wallonie. Ah oui, j'avais l'impression que l'actualité politique avait légèrement entamé ta fierté d'être wallon. Non, je reste fier d'être wallon, mais j'ai des raisons supplémentaires de ne pas aimer la majorité socialiste démocrate chrétienne qui gère la Wallonie maintenant. Qu'est-ce qui te dérange le plus? Il y a deux choses qui me dérangent. La première, c'est que je pense que le traité qui a été négocié et qu'on demande à la Wallonie d'accepter, en tout cas de le signer, au gouvernement wallon d'accepter que le gouvernement belge le signe, je pense que c'est un excellent traité, que c'est le meilleur même que l'Union européenne ait jamais négocié. Bien sûr, tout n'est pas parfait, donc je ne vais pas faire une apologie absolue. Mais sur tous les points litigieux, je pense que c'est le meilleur qu'on ait jamais eu jusqu'à présent. Et deuxièmement, la chose qui m'embête, même si c'est légitime que les Wallons puissent dire « non, nous ne voulons pas signer », ce qui m'embête, c'est cette logique dans laquelle, même s'ils en ont le droit, un tout petit pays peut prendre en otage 500 millions, pas un pays, une région d'un pays, peut prendre en otage 500 millions de citoyens par ailleurs. Un État, c'est différent. Mais je suis un fédéraliste. Et donc, comme fédéraliste, je veux des règles de majorité. Parce que si on donne à tous les pays un droit de veto sur tout ce qui concerne l'intérêt de l'Union, on ne pourra pas avancer. Et donc, ça me gêne vraiment. Est-ce que ça va laisser des traces au niveau belge? Tout dépend de la manière dont ça va se résoudre. D'après les informations que j'ai au moment où nous parlons, il y a des négociations qui sont en cours entre le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux et communautaires. La Belgique est un puzzle absolument incroyable. Et il est possible que ces négociations aboutissent à un résultat positif ce soir. Les nouvelles ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas non plus totalement définitives. Y a-t-il une seule revendication ou question articulée par M. Magnette qui n'ait pas été posée ou articulée auparavant par la sphère politique, par les parlementaires européens, par toi, par moi, par notre groupe politique, par les autres groupes politiques? Je pense que nous avons abordé, que nous avons défendu à peu près tous les points qui sont évoqués par le gouvernement wallon. Il y a l'une ou l'autre faiblesse, il faut le reconnaître. Je prends un exemple. Dans le traité avec le Canada, le projet de traité avec le Canada reconnaît des appellations d'origine contrôlée. Mais dans ces origines contrôlées, alors que les Wallons avaient demandé certaines, notamment par exemple, disons le fromage de Herve, qui est une spécialité bien connue en Belgique. Le jambon d'Ardenne? Le jambon d'Ardenne. Aucune des appellations d'origine contrôlée n'a été retenue, alors qu'il y en a pour l'Espagne, il y en a pour la France, il y en a pour l'Italie. Et donc, il y a un sentiment, je ne dirais pas légitime, mais en tout cas compréhensible de la part des Wallons de ne pas avoir été traités d'une manière équivalente à celle de plusieurs grands pays. Est-ce qu'avec ton expérience politique, tu pourrais dire que cet obstacle est encore surmontable? Je pense que tous les obstacles sont surmontables. Il y a deux choses qu'il faut faire. La première, c'est ne pas s'enfermer dans un calendrier impérieux en disant « ultimatum, vous devez avoir un accord pour le 24 ». L'essentiel, c'est que le CETA devienne une réalité. Parce que je pense que nous ne pouvons pas faire cet affront insultant à nos amis canadiens et québécois. Vraiment, je trouve que c'est une erreur géostratégique abominable. Et deuxièmement, je pense qu'il faut se méfier des exaltés qui n'examinent pas les textes, mais qui font une sainte croisade contre tout ce qui peut représenter le libre-échange et le développement du commerce international. Très bien. Tu es un acteur politique chevronné, avec une expérience... Bien que jeune. Encore si jeune et déjà tant d'expérience, serais-je tenté de dire. Avec ton expérience,
est-ce qu'on pourra un jour doter l'Union européenne des moyens susceptibles pour répondre aux grands défis qui sont les nôtres? Je rappelle au passage que nous disposons d'un petit pourcent de ressources Oui. pour consacrées à l'Union européenne pour répondre Oui. à tous ces défis, Oui, mais ce qui est largement insuffisant. Je rappelle d'ailleurs que Pierre Werner, que tu as sans doute connu, qui était l'auteur d'un rapport sur une personnalité remarquable, la création de l'Union économique et monétaire, avait déjà en son temps revendiqué de consacrer au moins 7% du PIB au financement de cette Union économique et monétaire. Alors, la première chose qu'il faut préciser, c'est confirmer ce que tu viens de dire maintenant. Comme je suis membre de la commission des budgets, donc je peux dire que pour l'année prochaine, on va avoir à peu près 135 milliards d'euros de dépenses autorisées. C'est-à-dire que c'est moins que le budget de la Belgique fédérale, qui est pas loin de 180 milliards d'euros. Donc, pour 500 millions d'habitants européens, un budget de 135 milliards, et pour les 10 millions de Belges, un budget de 178 milliards. Ça peut être impressionnant pour un luxembourgeois, mais pas pour un Belge. Non, ce n'est pas impressionnant pour un Belge, mais pour un luxembourgeois. J'ai calculé aussi ce que ça représente pour le Grand-Duché de Luxembourg, mais ce n'est pas le sujet. Et donc je pense qu'on arrivera à avoir les ressources nécessaires pour rencontrer les grands défis de l'Union européenne le jour où le budget de l'Union européenne sera financé. Non pas seulement par des contributions, des budgets nationaux, mais par un système de ressources propres. Je ne dis pas que le moment est particulièrement favorable, parce que pour l'instant, les États sont à cran par rapport à la politique budgétaire, et donc ils n'ont pas envie que l'Union européenne prenne des moyens. Mais si demain la croissance économique revient, et elle reviendra, je pense qu'il y aura beaucoup plus de souplesse, et que les fédéralistes pourront relever un peu la tête et dire c'est le moment maintenant de faire des ressources propres, parce que c'est ça qui est sain. Je sais à quel point tu es optimiste, mais après le Brexit, quel danger peut-on exclure pour l'existence future de l'Europe ? Je dirais, il ne faut pas que se reproduise trop souvent l'exemple de ce qui se passe maintenant avec la Wallonie, parce que si chacun se met à faire un chantage et à prendre en otage le reste des Européens sur un certain nombre de sujets qui les gênent, on n'avancera pas beaucoup, on va régresser. Je pense particulièrement au groupe de Visegrad, qui pour l'instant se met un peu comme une espèce d'opposition intérieure à l'intérieur de l'Union européenne. Et ça, c'est dangereux. Le deuxième danger que je vois pour l'Union européenne, c'est de ne pas prendre au sérieux certains défis qui préoccupent beaucoup la population maintenant et que certains responsables politiques ont tendance à négliger. Le défi migratoire est de ceux-là. Donc il faut le gérer avec humanisme, bien sûr, mais aussi avec rigueur, de manière telle que les gens se sentent dans un espace dans lequel tout n'est pas possible et dans lequel les choses sont ordonnées. Donc il faut ordonner les flux migratoires et pas laisser les choses se développer d'une manière anarchique. La troisième chose que je vois et qui est en danger pour l'Europe, je vais prendre l'exemple de deux personnalités. Nous avons deux voisins gênants au niveau européen et qui nous posent des problèmes tous les deux. Nous avons Poutine en Russie et nous avons Erdogan en Turquie. Et donc nos deux voisins qui sont importants, deux de nos voisins qui sont très importants, ils ont l'unité de commandement. Ça veut dire que les deux se valent. Je mets les deux, ce sont deux personnalités à tendance largement autocratique et capables de foucade à certains moments, même si c'est plus réfléchi, me semble-t-il, dans le cas de Poutine que dans le cas de Erdogan. Et une des grandes faiblesses de l'Union européenne maintenant, c'est qu'il n'y a pas de leadership. Et donc, on ne sait pas identifier quelle est la figure. Je voudrais que ce soit Jean-Claude Juncker, non seulement pour faire plaisir à nos amis luxembourgeois, mais parce que je pense que c'est quelqu'un de bien. Mais il y a Tusk qui est à côté, et puis il y a tous les chefs d'État et de gouvernement. Donc il manque, je dirais, d'un responsable politique qui incarne l'Europe et qui a la légitimité pour parler en son nom. Et ça, je pense que c'est un chantier institutionnel majeur pour les prochaines années. Très bien. De ton point de vue, les plus grands dangers qui nous guettent, quels sont-ils ? La trouille. La trouille. Je ne sais pas comment le dire en luxembourgeois, la peur. Je pense que pour l'instant, les Européens sont dans une phase dans laquelle ils ont surtout peur du reste du monde. Ils ont peur que le reste du monde vienne de manière désordonnée occuper le territoire européen et que ça ne s'arrêtera jamais.
Ils ont peur, on le voit avec l'affaire du CETA, que toutes les relations commerciales que nous avons maintenant jouent contre nous et jamais à notre avantage. Ils ont peur que demain, les zones extérieures, les pays extérieurs qui sont traversés par des convulsions violentes maintenant, ne parviennent pas à être stabilisés et qu'à un certain moment, tout ça aura un impact sur la stabilité et la paix du continent européen. Donc je pense que une des responsabilités les plus importantes des institutions européennes et des gouvernements nationaux maintenant, c'est de surmonter la peur en disant nous ne sommes pas assiégés, nous sommes des partenaires et nous faisons des deals dans lesquels nous trouvons aussi notre avantage. Et nous pouvons régler un certain nombre de phénomènes qui sont gérables si d'aventure on dit qu'on le fait et qu'on ne fait pas seulement qu'en parler. Nous avons tous les deux applaudi François Mitterrand en 1995 ou en 1995 pour être plus près du langage belge, lorsqu'il a déclaré « le nationalisme, c'est la guerre ». Oui. De ton point de vue, le populisme mène aux mêmes conséquences? Je pense que d'abord il y a suffisamment de nationalisme. Il y a eu des nationaux socialistes à la période la pire de l'histoire européenne dans les années 30 et on a vu ce que ça a donné entre 40 et 45. Je pense que le véritable danger maintenant, ce n'est pas toutes les formes de populisme, parce qu'il y a aussi un populisme de gauche, un populisme qui exacerbe les peurs des gens pour dire il faut des régimes de gauche pour essayer de vous protéger. Ce qui est dangereux, c'est le populisme nationaliste. Les populismes nationalistes, et il y en a, on les voit réapparaître chez nos voisins. Il y en a en France, et Dieu sait si malheureusement ils deviennent importants. Il y en a qui sont réapparus en Allemagne, alors que l'Allemagne paraissait vaccinée contre ce type de mouvement. Il y en a dans la plupart des pays de l'Est, il y en a dans les pays nordiques. Et ça, je trouve que c'est un péril qu'on ne peut pas sous-estimer, parce que celui-là, il est vraiment grave et dangereux. Je te laisse le dernier mot. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut garder sa lucidité, son calme, et croire plus que jamais dans le projet européen, en créant les conditions dans lesquelles on améliore le fonctionnement dans l'intérêt des gens. Pas seulement faire un marché, mais revenir à la vocation de l'Union européenne qui est nous faisons une société européenne pour les citoyens et nous avons une civilisation à développer. Voilà, avec mon point final, c'était l'avant-dernier mot. Merci Gérard d'avoir été le nôtre ce soir. Merci à toi. Zodat werd het met Gerard Depree, die heeft gezien dat ze ganz chevronneerd en goed informeerd en politica en wees te formuleren en wees ook te wat zeggen. Van maar daar voor weiter hätten, dat ik hem ook vielleicht meer sehr führen. Erst nach schönen Abend. Merci.